Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter des jeux et tarots. Enfin, c'est essentiellement des oracles à une exception près, qui sont les jeux qui me permettent le mieux de faire ce qu'on pourrait appeler un travail de shadow work, c'est-à-dire aller regarder là où nous en sommes, notre vie intérieure, aller regarder nos blessures et tout ce qu'elles nous font faire, et de quelle manière elles contribuent à générer des blessures dans notre vie personnelle et du chaos dans le collectif humain. Voilà, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Merci de tout cœur à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui partagent et qui commentent. C'est un énorme soutien pour cette chaîne. Et avant de commencer, je vous rappelle que la présentation que je vais vous faire s'inscrit dans la continuité du partage que j'ai fait récemment sur les énergies de mars 2024, où je parlais de l'urgence de ne plus générer de karma et ce qui peut s'accomplir petit à petit par un travail lent et patient sur soi-même, de regarder tout ce que notre souffrance par garder nous fait faire souvent malgré nous. Alors pour moi, le jeu vraiment, le jeu de base qui va débusquer les mécanismes de l'ego, c'est le Oshozen Tarot, je vous en parle souvent. Le livret en lui-même est un petit précis de vie spirituelle extrêmement dense et complet. C'est pas forcément un livret qui va vous apprendre grand chose sur le tarot. Par contre, si vous êtes sur un chemin intérieur de conscience, la seule lecture de ce livret, ça vaut 10 ans de travail spirituel. Ah ben tiens, joli hasard. J'avais pas sorti les cartes, enfin je les avais pas mises dans un ordre spécial. On a le maître. C'est une carte supplémentaire, une 79e lame. Elle représente Bhagwan, c'est-à-dire Osho, qui d'ailleurs était mon enseignant spirituel dans les années 80. Et il fait un très très beau travail qui permet de débusquer toutes les ruses de l'ego. Voilà, par exemple, au-delà de l'illusion. C'est vraiment un jeu qui va chercher loin dans le fait de nous montrer là où nous en sommes. Alors il y a des cartes qui sont plutôt sympas, plutôt faciles. L'équivalent du monde, 21, c'est l'achèvement. Il y en a des moins faciles, comme vous pouvez le voir. La schizophrénie qui correspond aux 2 d'épée. Alors je ne vais pas vous faire défiler tout le jeu. C'est un jeu qui quelquefois décourage un petit peu les gens, parce qu'il a des cartes qui sont jolies, puis des cartes qui sont quand même pas jolies. Mais rappelons que l'ego, c'est pas joli. Et donc il faut regarder qui nous sommes et quelles sont les formes que prend notre ego dans la totalité. Je reste sur celle-là parce qu'elle est intéressante. Elle parle du succès. C'est le 6 de bâton. Normalement, le succès, on va le lire de manière très positive, très favorable dans la plupart des lectures de tarot. Mais ici, vous voyez, il y a un côté un peu flonflon, un peu fête foraine, qui pourrait quand même nous suggérer que le succès, il a ses limites. Que derrière le succès, il y a peut-être une reconnaissance, une quête de reconnaissance, de la reconnaissance qu'on a du mal à s'accorder à soi-même, etc. C'est un jeu qui est très très bien fait, qui est très intéressant. Voilà, le 4 de denier avec l'avarice, vous voyez, il n'est pas spécialement joli avec ce visage un petit peu grimaçant. Voilà, pour nous montrer, voilà, mes préférés, pour vous montrer un petit peu la tonalité de ce jeu, le contrôle avec, je crois que c'est le roi d'épée. Voilà, donc je ne vais pas toutes vous les passer. Un jeu extrêmement profond, déstabilisant, dérangeant et en même temps profondément libérateur, qui est peut-être le jeu à avoir, enfin l'un des 2 jeux à avoir si vous vous intéressez à un travail de conscientisation de vos fonctionnements jamais vraiment éclairés ni remis en question. C'est vraiment l'un des 2 premiers que je propose. Et puis tout de suite après, je dirais en deuxième, deuxième, il y en a un autre, c'est Vos vérités cachées de Teal Swan, une femme qui dit des vérités assez brutes de décoffrage. Alors je ne suis pas en phase avec tout
ce qu'elle dit, mais néanmoins, je trouve que dans son jeu, il y a vraiment un énorme travail qui est fait pour nous tendre des miroirs sur là où nous en sommes. Des miroirs vraiment sans phare. Dans ce jeu, ce qui est intéressant, c'est le livret. De manière très intelligente, je trouve, elle a fait des cartes qui sont complètement illisibles de manière purement intuitive. À moins d'avoir une médiumnité hors pair, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec ces cartes. En fait, ce sont des sceaux qu'elle a dessinés. Ce qu'on appelle un sceau, c'est un ensemble de formes qui ne sont pas signifiants au premier degré. Il suffit pas de les lire pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Leur action se joue sur un plan plus énergétique et qui n'est pas forcément perceptible par l'intellect ni par une intuition moyenne. L'intérêt d'avoir fait des cartes non lisibles, c'est que ça nous oblige à aller dans le livret. Et donc, on ne reste pas à la surface des choses. On est obligé d'aller dans le livret. Et là, il ne nous fait pas de cadeau. Mais en même temps, c'est d'une telle force. Par exemple, il y en a un qui est sur le déni. Voilà, ce sera la carte numéro 10 qui va nous parler du déni. En plus, il y a pas mal de choses assez profondes, assez percutantes. Voilà, on en a 2 pages environ. Ce que j'aime bien, c'est que vraiment, elle nous donne à regarder le fonctionnement d'un ego qui ne se regarde pas fonctionner et qui a besoin de clarifier ses fonctionnements en aveugle, en automatique. Celle-ci aussi, regarde à l'extérieur, qui nous parle de notre tendance à détourner notre regard vers l'extérieur quand on a un problème, en particulier pour rechercher la cause du problème, au lieu de tourner le regard à l'intérieur. Si vous avez tiré ce sceau, vous êtes tourné vers l'extérieur, alors que vous devriez chercher des réponses à l'intérieur. Voilà, il y en a un nombre assez élevé. C'est intéressant, il y en a 78. On pourrait presque les associer, si on avait envie, à des lames de tarot, mais peu importe. Je vais vous montrer quand même l'index pour que vous voyez les noms des cartes. Voilà, vous pourrez toujours faire un gros plan en arrêt sur image. J'espère que vous pouvez les lire, que c'est suffisamment à plat pour que vous puissiez les lire, pour que ça vous donne une idée des thèmes qu'elle aborde. Voilà, ça ne fait pas de cadeau, mais c'est profond, c'est percutant. Et si vous avez le courage d'utiliser ce genre d'outils, vous allez vraiment, vraiment, vraiment cheminer. Même moi qui croyais avoir bien avancé, j'ai pris quelques claques avec ce jeu, mais des claques positives, hein, c'est pas du tout du masochisme. Je précise ça parce que quelquefois, quand je parle à certaines personnes de ma démarche, d'aller regarder vraiment honnêtement, lucidement où j'en suis, il est arrivé que certaines personnes me disent « Ah, mais pourquoi tu te fais du mal ? Pourquoi tu vas chercher tes défauts ?» C'est pas du tout la question d'aller chercher ses défauts, c'est d'aller regarder quels sont tous les domaines, tous les endroits où je me piège moi-même et où je me maintiens moi-même dans ma prison. Parce que finalement, enfin pour moi en tout cas, l'enjeu d'un chemin d'incarnation, c'est de se libérer de la prison de l'ego. Enfin, l'ego n'est pas qu'une prison, hein, c'est une cage protectrice aussi. Mais bon, voilà. Donc ces 2 jeux-là, je pense, sont les 2 meilleurs outils pour aller travailler sur nos zones d'ombre. Ensuite, on a ce jeu, qui peut être intéressant, les cartes de guérison énergétique. Alors, pour moi, ce jeu, c'est 80% de développement personnel et 20% de regard beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus spirituel. Si la distinction entre développement personnel et travail spirituel ne vous parle pas, je l'évoque un petit peu plus en détail dans la vidéo que j'ai sortie sur les énergies du mois de mars 24, sur le fait de ne plus générer de karma. Donc je vous y renvoie. Pour le dire très rapidement, le développement personnel nous permet de retrouver du bien-être. Le travail spirituel est vraiment un travail de libération qui, dans un premier temps, ne nous apporte pas toujours beaucoup de bien-être, il faut bien le reconnaître,
dans un premier temps. Mais après, bien sûr, il y a une telle légèreté qui arrive que finalement, ça devient un authentique travail de bien-être. Mais c'est d'abord un travail de vérité avant d'être un travail de confort, le travail spirituel. Alors, la particularité de ce jeu est d'être divisé en 4 séries. J'ai fait une vidéo qui lui est spécialement dédiée pour le présenter, donc je ne vais pas vous remontrer toutes les cartes. Je vais juste vous rappeler qu'il y a 4 séries et que de loin la plus intéressante c'est la seconde, la série sur les blessures d'âme. Il y a 7 ou 8 cartes, enfin une dizaine de cartes qui présentent différentes blessures de l'âme, comme la blessure d'abandon par exemple, ou la culpabilité. Voilà, ça permet quand même de poser un premier diagnostic, si j'ose dire, sur les blessures qui sont les vôtres ou sur ce qui pourrait être à l'origine de certaines complications ou dysfonctionnements dans votre vie. Il y a des cartes qui s'appellent la série empreinte symbolique qui est plutôt intéressante. Ici, on a vu le bûcher, le poison, le piège. Bon, les cartes en elles-mêmes sont intéressantes. Après, les explications données dans le livret, pour moi, restent un petit peu en surface. Voilà, la série rouge, avec les petits onglets rouges, la série sur les blessures de l'âme, là je la trouve intéressante. Hein, la blessure d'injustice par exemple. La peur. Voilà, donc je ne vous passe pas tout en détail. À l'humiliation, très fort. Un point très fort. Voilà, je ne vous passe pas tout en détail. Donc ce jeu-là, pour moi, il n'est pas, c'est pas le jeu principal pour travailler, pour faire du shadow work, mais pour les personnes à qui ça fait un petit peu peur, vous pouvez commencer en douceur avec ce jeu-là, en particulier la série rouge, la série sur les blessures d'âme. Après, franchement, le reste, malheureusement, c'est du développement personnel. Moi, j'ai rien contre, mais c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que je vous propose. Voilà. Alors, un autre jeu qui, à la base, n'est pas destiné à faire du shadow work, mais qui est assez utile, c'est le Divine Muse Oracle. Si vous avez déjà une petite compréhension de ce que c'est que le shadow work, ce jeu-là pourra quand même vous aider. Par exemple, en Cètre, on va pouvoir identifier le fait qu'il y a peut-être une transmission génétique, généalogique ou en tout cas par l'éducation, de certaines blessures, de certaines douleurs, de certains défis qu'on vient régler. Âme sœur. Alors, si vous l'interprétez au pied de la lettre, vous allez parler des âmes sœurs. Si vous la regardez en shadow work, vous allez voir tout le truc autour des flammes jumelles et toutes les croyances liées aux flammes jumelles. Moi, j'ai rien contre la théorie des flammes jumelles. Ce que je signale, c'est que quelquefois, c'est un surinvestissement dans la quête de sa flamme jumelle peut être une fuite de notre propre douleur. Je ne dis pas que vous n'avez pas une âme sœur ou une flamme jumelle quelque part, mais si vous avez une obsession pour la trouver, par exemple, l'apparition de cette carte dans votre jeu pourrait vous indiquer qu'il y a peut-être d'abord quelque chose à regarder pour vous, etc., etc. L'ascension astrale, elle pourrait nous parler du fait que peut-être on va planer un petit peu et avoir du mal à s'ancrer. Barrière, elle pourrait nous dire qu'on se protège, qu'on se blinde pour ne pas ressentir des douleurs, une souffrance. Cœur de lion, elle pourrait nous parler de quelqu'un qui s'est construit un personnage de vainqueur, alors qu'en dessous, c'est peut-être un cœur d'artichaut, etc., etc. Donc il est très très bien pour le shadow work, à condition que vous ayez déjà les bases. Et je pense qu'une fois de plus, les 2 premiers jeux que je vous ai présentés, le Osho et les Vérités cachées de Teal Swan, sont vraiment les deux jeux qui vont vous donner les meilleures bases. Ensuite, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour aller travailler en shadow work, c'est d'aménager vos propres jeux. Par exemple, celui-ci, ce que j'ai fait, enfin ces 2 jeux-là, puisqu'il y en a 2, j'ai essayé pour chaque carte d'aller regarder le côté un peu sombre, un peu non conscient. Par exemple, protection, on voit une maman avec son bébé. Moi, j'ai mis infantilisation comme mot-clé. La carte compassion,
Moi, je suis allée regarder, j'ai dit, ça va nous permettre d'aller regarder là où on joue les victimes. Parce que la compassion, c'est quand on va poser un regard qui enveloppe l'autre avec toute sa douleur, toute sa détresse, et on va faire passer au premier plan la douleur de l'autre. Mais quand on joue les victimes, on fait aussi passer sa douleur au premier plan, mais sur le versant égotique, pas sur le versant spirituel. Donc voilà, pour chacune de ces deux cartes, j'ai essayé de trouver, je vous donne un troisième et dernier exemple, j'ai essayé de trouver des mots-clés qui me parlent des fonctionnements égotiques qui ne nous aident pas. Par exemple, harmonie, quand on essaye de faire régner l'harmonie, eh bien, une contrepartie en shadow work, ça pourrait être faire de la diplomatie. Sous-entendu, contourner les problèmes et ne pas aborder les vrais problèmes pour faire régner ce qu'on pourrait appeler une harmonie de surface, alors qu'en dessous, il y aurait peut-être des choses qui demanderaient à être regardées. Mais tant qu'on va continuer à faire de la diplomatie, eh bien, on ne va pas aller s'attaquer aux vrais problèmes, etc., etc. Donc ça, vous voyez, j'ai pris un jeu qui en lui-même est très positif, puisque la compassion, l'harmonie ou la protection, ce sont de très belles valeurs, mais des jeux qui ont ces mots-clés, compassion, harmonie, protection, etc., j'en ai plein. Donc là, j'ai décidé d'en dédier un au shadow work. Voilà. L'intérêt, c'est qu'il y a 2 jeux. Donc en tout, vous voyez, ça me fait beaucoup de cartes et ça me donnait beaucoup de points d'entrée pour aller explorer nos comportements non vus. Il y en a un autre également que j'ai modifié. Vous m'entendez souvent dire que je modifie mes jeux, mais en fait c'est pour cette raison, c'est que souvent les mots-clés, je les trouve un peu bateaux. Je suis désolée de le dire comme ça. Et je trouve que souvent les mots-clés sont très orientés sur rassurer, consoler, encourager. Et c'est bien, hein, il le faut. Mais il y a un moment où ça ne suffit pas. Il y a un moment où il faut aller plus en profondeur. Donc c'est ce que j'ai fait avec celui-là, la lunologie en action. Alors j'avais tendance à trouver que les mots-clés partaient un peu en vrille. Je ne comprenais pas du tout la structure qui permettait de faire l'interface entre d'une part les 12 signes astrologiques, depuis le bélier jusqu'au poisson, et puis les 4 phases de la lune, à savoir la nouvelle lune, voilà, nouvelle lune, la pleine lune, et puis entre les deux, on a le premier quartier de lune et le dernier quartier de lune. Dernier quartier de lune. Alors, je vous ferai probablement, ce serait plus intelligent que je vous fasse une vidéo que je dédie à ce jeu, mais pour vous le résumer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de regarder pour chacun des 12 signes astrologiques, on va dire ses qualités, ses défauts, pour le dire un petit peu simplement et de manière schématique. Chaque signe, chacun des 12 signes du zodiaque, il a de très belles qualités, mais il a aussi sa contrepartie égotique qui ne nous aide pas, qui n'est pas évolutive, disons. Donc, pour les premiers quartiers de lune, la série des premiers quartiers de lune, et pour la série des pleines lunes, je suis allée regarder les côtés non positifs du signe. Quoique je l'ai peut-être fait aussi pour les derniers quartiers de lune. Je vous dis ça de manière un peu floue parce que je l'ai fait récemment. Mais à la limite, peu importe. L'intérêt, c'est que si vous voulez, par exemple, pour les premiers quartiers de lune de chaque signe, je suis allée regarder comment trouver un juste milieu entre la qualité et le défaut du signe. Un exemple, le lion, j'ai dit entre générosité et égo. Parce que la qualité du lion, c'est la générosité. Son défaut, entre guillemets, c'est l'ego. Je vais essayer d'en trouver un autre pour vous illustrer cette façon de procéder. Pour le scorpion, premier quartier de lune. Donc, les premiers quartiers de lune, je répète, je suis allée chercher comment on pouvait faire la part entre la qualité et le défaut. Donc là, justement, entre shadow work et toxicité. Pourquoi ? Parce que le scorpion, c'est le grand spécialiste du shadow work. Il va vraiment aller regarder la blessure, c'est sa mission d'âme au scorpion. Mais en même temps, quelquefois, il s'auto
sabote. Il se pique, hein, le scorpion, il se pique quelquefois avec son propre venin. Donc, c'est bien de faire du shadow work, mais la limite, c'est de pas non plus tourner en rond dans le fait de rechercher toujours ses défauts. Et donc, entre shadow work et toxicité, pour moi, c'était les deux pôles entre lesquels navigue la dynamique du scorpion. Donc, vous voyez, j'ai essayé pour chaque premier quartier de lune, dans ce jeu, d'aller proposer de trouver le juste milieu entre la qualité et le défaut du signe. Et puis, pour les pleines lunes, là, je suis carrément allée regarder dans je dirais le pire du pire. Par exemple, pour le Verseau, j'ai mis prendre conscience d'un manque d'empathie, parce que une des difficultés du Verseau, c'est que quelquefois, il manque d'empathie. Je vais vous en chercher un autre aussi pour illustrer cette question. Le Sagittaire, un de ses défauts, ça pourrait être la naïveté. Et quelquefois même une naïveté auto-entretenue. Se maintenir dans un personnage un peu naïf pour ne pas se poser trop de questions sur soi-même. Un dernier exemple que j'ai vu passer tout à l'heure, voilà le Poisson. Le Poisson qui est un signe extrêmement spirituel, intuitif, médiumnique, mais une de ses difficultés, c'est de manquer un peu de structure. Donc là, j'ai mis en mots-clés conscience d'un flou artistique, hein, quand on se maintient soi-même dans le flou, pour éviter de clarifier des situations qui ne seraient pas très flatteuses pour nous, par exemple. Voilà, etc., etc. Donc je ne vais pas y passer trop de temps, mais c'est une façon de vous montrer de quelle manière vous pouvez vous aussi utiliser certains de vos jeux pour les dédier au travail de conscience sur soi, de lucidité sur nos qualités mais aussi nos défauts, en modifiant les mots-clés. En tout cas, moi je modifie toujours mes mots-clés dans le sens de donner plus de profondeur aux jeux qui sont les miens. Par exemple, c'est ce que j'avais fait avec la voix des stellaires, qui ne me parlait pas tellement en fait. Un beau jeu mais qui ne me parlait pas. Donc là, j'ai mis des mots-clés qui ne sont pas typiquement shadow work, mais qui vont quand même un peu dans ce sens-là. Par exemple, laisser partir nous parle de notre tendance à l'attachement, à retenir une personne, à ne pas laisser d'autonomie à l'autre parce qu'on a une quête affective qui fait qu'on devient un peu envahissant et dévorant. Celui-là, il est plus soft. Des mesures, par exemple. Des mesures, il nous parle des personnes qui en font trop, qui en font des tonnes, qui ont les yeux plus gros que le ventre, qui demandent trop, qui exigent trop, qui ont une ambition qui prend toute la place. C'est intéressant d'aller regarder ce qu'il y a derrière. Bon, retrouvailles, là, il est plutôt doux. J'ai quand même alterné des mots-clés un petit peu percutants et des mots-clés quand même plus doux, parce que bon, c'est important aussi. Explosion, ça pourrait nous parler aussi d'une nature colérique, de quand on n'arrive pas à contenir quelque chose, d'une tendance à exploser pour projeter sur notre entourage nos difficultés personnelles au lieu d'essayer de les accompagner, de les auto-accompagner en conscience. Voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. À quelle source bois-tu qui nous parle de quelles sont les sources auxquelles je me nourris et avec quoi quelles graines je sème dans mon jardin. Parce que si je sème en permanence des graines de colère, il ne faut pas que je m'étonne de récolter de la colère. J'ai essayé de trouver des mots-clés qui, autant que possible, nous ramenaient à notre responsabilité sur la prise en charge de notre vécu émotionnel. Parce que ça, pour moi, c'est la clé. Et c'est un des grands apprentissages que j'ai reçus de l'enseignement de Thierry Vissac, à qui je faisais allusion dans la vidéo du mois de mars. Reflet, où on voit une personne devant un miroir. Voir que le monde n'est qu'un reflet de moi-même. Chaque fois que l'autre fait quelque chose de douloureux, alors peut-être que l'autre, il a quelque chose de douloureux pour moi, peut-être que l'autre, il a quelque chose à regarder pour lui. Mais dans un premier temps, ça peut être intéressant de voir que ce que l'autre fait qui ne me plaît pas, peut-être ça me tend aussi un miroir sur mes propres fonctionnements. Voilà, etc., etc. Cycle, ça c'est quand on tourne en rond, toujours dans les mêmes problématiques. Donc voilà, la voie des êtres stellaires que j'ai
repris avec mon éclairage de travail de shadow work, disons. Voilà. Je vous en montre un dernier, puis après on en verra deux qui sont très bien aussi. On a celui-là, un beau jeu aussi de Daniel Noël, très beau mais qui ne me parlait pas tellement, parce que les mots-clés c'était des mots indiens et moi j'avais pas la culture qu'il fallait. Voilà, celui-ci par exemple, voilà le 22, renversant. Alors la carte était dans ce sens-là, moi je l'ai retournée. Une carte qui nous propose de retourner notre regard, de regarder autrement un problème dont on n'arrive pas à se dépêtrer. Quelquefois, il faut retourner le regard et descendre vers notre intériorité. Quelle réalité crées-tu? Une carte qui nous parle de la responsabilité que nous avons dans la réalité émotionnelle que nous générons en nous et autour de nous. Le livre des mémoires qui pourrait nous parler du fait que nous tenons des comptes, que nous gardons des mémoires, nous gardons des livres de comptes, de tout ce que l'autre a pu nous dire, nous faire, ne pas nous dire, ne pas nous faire, et puis d'avoir comme ça des comptes à régler, des ardoises, des dossiers, avec tout ce qu'on reproche à l'autre, et qui un jour va partir en mode explosion, etc. Des rêves plein la tête. Ça peut être joli, mais ça peut aussi nous parler de nos illusions, de notre projection, du fait de ne voir que ce qu'on a envie de voir. Bon, etc. Je ne vous passe pas tout le jeu en revue, mais voilà, c'est une autre façon d'aller regarder, d'aller transformer un jeu pour en faire un jeu de travail intérieur. Et puis, je vais terminer par deux jeux et demi. Un très beau jeu, l'offrande naturelle au divin de Tosha Silver. Alors celui-là, il est assez doux, assez positif, mais il nous parle aussi de nous, de nos petits travers, sous un angle que je trouve très intéressant. Faudrait peut-être que je vous fasse une présentation de ce jeu. Alors au début, avant de l'acheter, j'étais un peu réactive sur ce jeu. J'avais tendance à trouver qu'il voyait que le bon côté des choses et qu'il ne donnait pas beaucoup de clés. Et en même temps, la clé de ce jeu, c'est vraiment l'abandon radical à l'intelligence de la vie. Donc si vous avez un fonctionnement un peu mental, ça ne va pas vous aider. Si vous êtes une personne qui a besoin d'explication, de compréhension logique et rationnelle, ce jeu ne va pas vous aider. Par contre, si vous vous sentez prêt à faire un lâcher-prise radical, ce jeu, il est génial, il est parfait. Par exemple, sur l'argent, toutes mes finances sont désormais en ordre divin. L'amour lui-même connaît mes besoins et est à l'origine de tout. Je ne dois ni succomber à l'appât du gain, ni craindre les pertes. Tout offrir au divin répondra à chacun de mes besoins. Bon, c'est du lâcher-prise quand même. Mais voilà, je trouve ce jeu très bien. Il y en a une que j'aurais aimé vous montrer, parce que je la trouvais absolument géniale. Je vais... Bon, si je la trouve pas. C'était celle qui parlait de ce qui m'appartient. Alors par contre, je l'avais vue dans le jeu en anglais. Et je ne sais pas comment elle a été traduite en français. En gros, elle disait d'arrêter d'essayer de tout posséder. Parce que finalement, quand on lâche l'idée qu'on doit posséder les choses, on dépose beaucoup de choses. Bon, ben, elle sort pas, donc ça veut dire que c'est pas le moment. Donc je vais pas essayer de vous la montrer, mais je vais terminer par ces deux-là. Par exemple, perfectionnisme, elle est très intéressante. Il est très libérateur de se donner la permission de faire des erreurs. C'est une source de créativité et de changement. Permets-moi, divin, de faire autant d'erreurs que nécessaire. Libère-moi de la prison du perfectionnisme. Ça, pour moi, c'est un vrai travail de shadow work. Parce que quelquefois, on a développé la stratégie d'être parfait en croyant que si on est parfait, on va être aimé. Or, ça ne marche pas. L'âge aussi, ça c'est très beau. Je ne fais qu'un avec l'amour sans limite, au-delà des apparentes restrictions de l'âge. Je suis emplie de joie, d'énergie, de beauté, un réceptacle de la divine Shakti. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça nous parle du fait d'accepter de vieillir.
ce qui n'est pas toujours évident dans la société où nous vivons. Voilà, un beau jeu qui ne va pas vous donner beaucoup de clés de compréhension sur un plan rationnel, mais une fois de plus, si vous êtes prêt, si vous êtes prête à un abandon radical à l'intelligence du divin, ce jeu-là, il est parfait. Tosha Silver, l'offrande naturelle au divin. Un autre jeu que je trouve très beau pour l'auto-accompagnement de notre vie intérieure, c'est le Soul Flower de Lisa Estabrook. Alors, je ne suis pas sûre qu'il existe en français, malheureusement. Enfin, malheureusement, si vous ne parlez pas l'anglais, enfin, si vous ne le lisez pas, parce qu'il faut quand même avoir une petite, quand même quelques notions d'anglais pour le comprendre. Par exemple, ici, la Columbine, c'est l'Ancolie. Je vais vous lire le message. L'Ancolie t'encourage à embrasser joyeusement l'extraordinaire faisceau d'incertitude de la vie avec ce genre de confidence qui ne requiert pas trop de réflexion mentale. Va avec le flot, avec ce que tu sens être juste. L'abondance est la connaissance et la sécurité qui vient avec l'acceptation que tous tes besoins seront comblés. D'ailleurs, elle fait un petit peu écho à une carte qu'on vient de voir dans le Tosha Silver. Et voilà, donc il y en a à peu près une page et demie d'explications en anglais d'un niveau moyen. Voilà, je vous montre une page en espérant que vous pourrez la lire pour vous donner une idée approximative du niveau d'anglais. Les cartes sont d'une très très grande beauté, c'est de l'aquarelle. J'aime énormément ce jeu. Je le trouve très beau. On a la bourrache avec l'optimisme, le pissenlit avec la libération, l'hémérocal avec le fait de se centrer, le calendula avec la communication. C'est un jeu magnifique. Si je ne devais garder qu'un seul jeu botanique, ce serait celui-là. J'en ai 3. Il faudrait que je fasse peut-être, je dis toujours ça, mais je ne fais jamais, une présentation de mes jeux botaniques. Voilà, le Lisa Estabrook, si vous avez quelques notions d'anglais, un très très beau jeu d'auto-accompagnement de notre vie intérieure. Alors, il n'est pas spécialement orienté shadow work dans le sens où il n'est pas trop voilà, il n'est pas trop dur avec vous, si je peux dire comme ça. Il est très doux, mais c'est un très beau jeu avec un très très beau livret. Voilà. Et puis je vous ai dit, je vous présenterai 2 jeux et demi. Donc voilà, ça c'était les 2 derniers, de très beaux jeux. Je vous ai dit 2 jeux et demi parce qu'il y en a un qui n'est pas encore publié, qui est l'oracle que je suis en train de terminer, qui devrait, si tout va bien, être publié cet été, qui est un jeu que j'ai dessiné, dont j'ai rédigé le livret, et dont le but est aussi de nous aider à faire de l'auto-accompagnement. Alors là, les cartes sont toutes petites. Voilà, ça c'est la carte sur la colère. Les cartes sont toutes petites parce que je m'étais fait une impression à la maison pour me rendre un petit peu compte de l'harmonie des cartes. Mais évidemment, vous les voyez avec une impression un petit peu pâle, donc on ne lit pas très bien les mots. Les cartes devraient être quand même de meilleure qualité. Poussière d'étoiles qui nous parle de l'intelligence de la vie et du fait que nous ne sommes que des poussières d'étoiles. Comme dit la chanson, Dust in the Wind. Tous les matins du monde qui nous parle de l'éternité pour les gens pressés. Alors à chaque fois il y a un message, les cartes sont juste des portes d'entrée vers des messages que j'ai reçus en canalisation. Par-delà les montagnes, une carte qui nous parle de la séparation, de l'illusion de séparation, de tout ce qu'on fait pour maintenir ou pas la séparation, etc. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis 2 jeux et demi, parce que celui-là n'est pas encore paru. Je vous tiendrai au courant, j'ose espérer qu'il sortira cet été. Et c'est un jeu dont le livret a vraiment pour but de mettre en mots tout ce que j'essaye de faire sur cette chaîne en termes d'accompagnement et d'encouragement à l'auto-accompagnement de toutes nos émotions, de nos blessures, de nos automatismes, tels que je les ai compris. Voilà.
Eh bien écoutez, je crois que nous avons fait le tour de la question. J'espère que cette petite présentation vous aidera à vous créer votre bibliothèque de jeux. Donc les deux plus radicaux, pour les plus courageux, ce sont ces deux-là, le Oshozen Taro et les vérités cachées. Si vous voulez y aller tout en douceur, vous avez alors celui-là qui est très bien, le Soulflower. Et puis encore plus en douceur, mais bon, avec toutes les réserves que j'ai déjà exprimées, celui-là avec la série rouge, la série des blessures de l'âme. Et puis ensuite, bon, bah, quand il sera paru, évidemment, il y aura mon petit jeu. Ça, je vous tiendrai au courant. Et ensuite, vraiment, je vous invite, je vous encourage à réaliser vos propres mots-clés, réécrire vos propres mots-clés sur vos jeux, parce que c'est finalement la meilleure façon d'aller regarder ce qui se joue vraiment pour vous. Voilà, écoutez, j'espère que tout ceci vous aura intéressé, que cela vous aidera à regarder, à comprendre vos propres fonctionnements. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir dans la zone des commentaires. Et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.